Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Omar Slaouti. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant, vous êtes aussi le porte-parole du collectif Rosa Parks. D'abord, c'est quoi? C'est qui ce collectif? D'abord, il ne faut pas avoir peur. C'est un collectif qui s'est constitué il y a plusieurs mois, qui part d'un ensemble d'associations, de collectifs beaucoup mobilisés sur la question des migrants, des sans-papiers, de l'antiracisme politique pour aller très très vite, et qui a simplement décidé de faire à l'instar de ce que les femmes dans l'État espagnol ont fait, c'est-à-dire grève pour exiger l'égalité des droits. Alors ça partait d'une idée, voire même d'un fantasme pour certains militants et militantes depuis plusieurs années. L'idée de faire grève sur la question des droits, c'était plutôt fort. Et donc on s'est retrouvés à quelques-uns, réunis dans une période où on ne parle que des migrants, que des sans-papiers, mais pas dans les termes les plus adéquats, y compris des jeunes des quartiers populaires. Et voilà, c'est audacieux, c'est un peu fou, mais on est parti sur cette base-là. Alors vous appelez justement à 2 journées de mobilisation, l'une le 30 novembre, c'est sans nous, vous dites, l'autre le lendemain, le 1er décembre, c'est 100% nous. C'est quoi l'objectif? C'est sortir de l'invisibilité? C'est aussi dénoncer le racisme ambiant de la société? Oui, parce qu'il y a un paradoxe en fait, c'est qu'on est hyper visible. Y compris dans la période où on va parler beaucoup d'élections européennes, voire des municipales, on a le sentiment très très fort qu'il y a des objets qui sont parlés à la place des sujets parlants. Concrètement, on parle beaucoup des migrants, des sans-papiers, des jeunes arabes, noirs, musulmans, musulmanes, tziganes, roms, des quartiers populaires, bref, de l'altérité des autres, sans pour autant leur donner la parole à eux. Et donc l'idée, eh bien, c'était de prendre la parole, et la meilleure façon de mettre la lumière sur ceux et celles qui sont les premiers visés, eh bien, dans un premier temps, c'était disparaître. C'est l'idée du 30 novembre. Vous appelez les citoyens français, les militants associatifs, politiques, syndicaux, chômeurs, noirs, marrons, rouges, jaunes, gris, blancs. Quel est l'écho justement de cet appel dans la société civile? Oui, alors d'abord cet appel il part d'un nous. Il part d'un nous de ceux et celles qui sont victimes du racisme structurel. Parce que ça porte un nom, c'est vraiment un racisme endémique. On n'a pas une approche simplement morale, c'est pas simplement l'idée d'aller manger du mafé ensemble, du couscous pour mieux connaître un peu les autres. Ça on arrête de le dire là-dessus. On est quelques-uns à penser que le racisme est structurel, comme peut-être le sexisme et le patriarcat dans cette société-là. Et l'enjeu du coup, c'est d'écrire des textes à partir d'un nous victime de jeunes, des violences policières, d'un nous victime de migrants, de sans-papiers, etc. Et en même temps finir sur un nous inclusif, sur un nous qui puisse englober l'ensemble de la population, parce qu'on estime que le racisme, c'est pas simplement le problème seulement des victimes, mais c'est un problème de la société. Voilà pourquoi ça se termine par un nous inclusif, où tu te regardes dans la glace, tu vois la couleur de la peau que tu as, mais derrière la couleur de la peau, c'est vraiment l'idée d'un statut social, hein. C'est pas histoire de couleur de la peau, et c'est un nous inclusif qui invite tous ceux, toutes celles qui se sentent concernés par le fait qu'il faille lutter contre le racisme et les inégalités sociales, parce qu'il y a deux volets, et bien de se mobiliser le 30 novembre et 1er décembre. Le fait que vous ayez décidé de créer ce collectif, ça montre aussi un échec des partis politiques, des associations militantes antiracistes et des syndicats aussi. Un échec relatif, ça dépend lesquels, on ne va pas tous les mettre dans le même sac parce qu'il ne faut pas trop délirer. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est parfois même plus qu'un échec. Certains partis politiques se servent, y compris de ces thématiques-là, pour pouvoir faire des voix. Concrètement, aujourd'hui, les populismes de droite et d'extrême droite gonflent partout parce qu'ils montrent certaines catégories de la population. Donc il était temps que ces catégories de la population, en tant que première visée, prennent la parole, indépendamment de ce que peuvent dire les partis, les syndicats et les associations. Mais dans un deuxième temps, il s'agit de les accrocher aussi. Voilà pourquoi. Il y a un appel de syndicalistes d'ailleurs. Il y a un appel de syndicalistes qui est sorti récemment, qu'on peut retrouver sur luma.fr, qui sort en papier lundi 19 novembre. Mais il y a aussi un appel d'intellectuels, d'écrivains, et y compris de personnalités politiques. Il y a Éric Coquerel, il y a Clémentine Autain, par exemple, qui ont signé cet appel-là, et beaucoup de députés du Parti communiste, les porte-paroles du NPA, la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Donc, évidemment, qu'il y a aussi des politiques dans cette affaire-là. Vous parlez de banalisation d'actes racistes? C'est plus que de la banalisation. Parce que derrière ça, il y a l'idée, ça relève même de la normalisation. C'est beaucoup plus conséquent. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, on puisse, par exemple, discuter pendant 5 jours au niveau européen de ce qu'on va faire de 151 personnes qui sont sur un bateau qui s'appelle l'Aquarius. Pendant 5 jours, on se prend la tête pour savoir où et comment on va répartir, si tant est qu'on les répartisse, et le mot répartir est vraiment odieux. 151 personnes, je pense qu'on est passé à un degré de normalisation de l'inacceptable. Et c'est ce degré de déshumanisation que nous, on vient dénoncer ici. Vous parlez dans l'appel d'une justice aux ordres, indulgente avec les puissants et impitoyable avec les faibles, des prisons destinées aux pauvres et aux métèques. Si vous ne croyez plus dans la justice, s'il n'y a plus de justice, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, je crois qu'il y a un devoir de subversion qui doit s'imposer à tout un chacun. Il y a l'idée qu'on doit plus laisser faire, qu'il faut opposer la légitimité à la légalité,
qu'on est dans un rapport de force continu. Et je crois qu'il faut arrêter de nous faire croire à ces mythes de la République égalitaire, la main sur le cœur, et puis on verse des grosses larmes. Il y a cette idée fondamentalement que la République, concrètement et historiquement, elle est patriarcale, elle est raciste, elle met de côté un ensemble de citoyens et de citoyennes. D'ailleurs, il n'y a pas la République, mais les républiques, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, on refuse cet unanimisme de façade, cet universalisme qu'on nous impose, mais qui ressemble à rien, si ce n'est que c'est écrit noir sur blanc sur des bouts de papier. Donc, l'idée, nous, c'est de faire battre justement cette idée d'égalité des droits. Et ça veut dire des luttes par les premières concernées, mais évidemment dans un cadre inclusif. Vous dénoncez aussi la propagande de masse contre l'immigration post-coloniale, qui est accusée de tous les maux, sexisme, terrorisme, homophobie. Comment on fait reculer ces clichés? C'est l'école, les médias sur lesquels il faut travailler. La première façon pour faire reculer les clichés de cet ordre-là, c'est que les premières concernés prennent la parole. C'est-à-dire qu'on doit absolument faire en sorte que ceux et celles qui sont plus fantasmés que vécus en tant que tels, dans un vrai rapport d'égal à égal, ceux et celles qui sont plus imaginés en lien avec tout un impensé colonial, doivent être au devant de la scène. Et être au devant de la scène, c'est donner de la visibilité à ceux et celles qu'on a totalement réifiés, chosifiés, complètement placardés à certains endroits et qu'on sort de temps en temps. Donc la première des choses, eh bien, je veux dire, là-dessus, nous, on a beaucoup à apprendre du féminisme, mais réciproquement, notre antiracisme, d'ailleurs, se revendique du féminisme, et on estime qu'un féminisme conséquent doit aussi assumer l'antiracisme. Et la mobilisation, par exemple, de nous toutes, une semaine avant, pour nous, est une mobilisation extrêmement importante, parce qu'elles appellent les femmes, et d'abord les femmes, à se mobiliser contre les violences sexuelles et sexistes qui sont faites à leur endroit. De la même manière, les Arabes, les Noirs, les Roms, les Tziganes, les musulmans, les musulmanes, tous ceux et toutes celles qui se sentent abîmés dans leur intégrité personnelle, physique, morale et collectivement, doivent être au premier rang de ceux et celles qui luttent. Et donc, c'est la première façon de faire reculer l'ensemble des clichés. Mais au-delà d'être dans une démarche où on va faire comprendre aux gens, il y a une autre démarche qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus personnelle, je me permets de le dire ici. C'est là où nous, on nous a enlevé parfois une partie de notre dignité. Parfois, on lutte aussi pour nous-mêmes. On lutte pour être en démonstration que nous sommes des humains entièrement, pas à part entière et pas entièrement à part. On refuse cette gradation de l'humanité qui ferait des humains relatifs ou pas complètement comme les autres. Et on estime que quand un Noir ou un Arabe dans un quartier populaire se fait tuer par la police, pour nous, c'est du lourd. Pour nous, c'est très grave parce que c'est la police, c'est justement la République, c'est l'État. Et donc, la première des choses, c'est de lutter. Vous parlez de gestion raciale des populations, c'est ça le racisme d'État? La gestion raciale des populations, c'est-à-dire que de la même manière qu'il y a une société patriarcale qui va, en fonction du genre, trier les populations dans le monde du travail, sur les salaires, sur l'accès aux droits, de la même manière concernant la dimension raciale au sens sociologique du terme, au sens de construit social. La race biologique n'existe pas et ça va de soi pour tout le monde. Et nous combattons ces constructions sociales de la race par ailleurs. Mais il y a une société qui est hiérarchisée, qui est racialisée, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont des avantages et d'autres des inconvénients. Le fait d'être contrôlé par la police, j'aime autant vous dire que c'est plutôt un inconvénient dans la période particulièrement. Et donc cette gestion-là, par exemple, de contrôle au faciès, fait partie de la gestion raciale dont vous parlez. Concrètement, l'État français a été condamné à 2 reprises et on continue encore les contrôles au faciès aujourd'hui. Le 30 décembre, c'est la grève, vous disparaissez. Le 1er, c'est la mobilisation, vous réapparaissez. C'est quoi la suite de la mobilisation? Alors, pour pas qu'il y ait de confusion, le 30 décembre, chacun fait ce qu'il veut. Généralement, les gens, ils boivent un coup, ils font la fête. Nous, c'est le 30 novembre, pas le 30 décembre. Il n'y a pas de souci. Nous, c'est le 30 novembre. Donc, on remet les pendules à l'heure. Le 30 décembre, disparaît si tu veux, mais en gros, je regarde bien la caméra pour que ça m'éclaire. Donc, le 30 novembre, tu disparais de ton boulot. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est une grève en quelque sorte. Il y a des préavis de grève et des appels à la grève qui ont été déposés, donc tu es couvert, y compris sans prévenir qui que ce soit. Il y a des appels nationaux qui te couvrent, donc il n'y a aucun souci. Tu disparais de la fac, tu disparais du lycée. Alors tu disparais du lycée, je le dis 2 fois parce que ça fait plaisir aux élèves, je les connais, c'est les miens un peu. Tu disparais évidemment des collèges, des écoles. Tu disparais des réseaux sociaux et la consommation dans les grandes surfaces. Cette disparition-là, c'est une façon de dire « je ne valide pas la société qui décide à la fois d'augmenter les inégalités sociales et dans le même temps de montrer du doigt certaines catégories de la population ». Et le 1er décembre, on réapparaît tous, 14 nations. Et après, c'est quoi la suite? La suite, elle est énorme. D'abord, la suite, en termes de mobilisation, il y aura le 18 décembre, Journée internationale des migrants. Il y aura d'autres journées sans doute de mobilisation sur ces questions, notamment les violences policières. Mais on a la prétention, rien de moins, que d'inscrire ce 1er décembre 1955, le jour où Rosa Parks a refusé de laisser sa place à l'avant d'un bus. Couturière, elle revenait du taf. Et ce 1er décembre 55, pour nous, il va faire date. Et on a cette ambition folle que chaque 1er décembre,
eh bien, ce soit une journée de grève en solidarité avec tous ceux et toutes celles qui sont victimes et du racisme structurel et en même temps des inégalités sociales. Vous parliez des européennes tout à l'heure. Il n'y a pas de projet de liste pour les européennes? Rendre visible justement dans le cadre de... Non, alors, voilà, alors il n'y a pas de coût sur les européennes, ce n'est pas un marchepied pour aller vers des élections. En revanche, vous allez interpeller ceux qui seront candidats? Mais on les interpelle déjà, évidemment, les potentiels. Ils se bouffent le nez pour l'instant pour savoir qui sera en tête de liste. Donc nous, on regarde ça un peu de loin. Parfois, on rigole un petit peu, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en réalité, l'idée, c'est d'interpeller l'ensemble de la classe politique, mais surtout de faire en sorte que ceux et celles qui sont abîmés dans leur dignité dans les quartiers populaires puissent se mobiliser ce jour-là en se disant « c'est quand même fort, ce 30 novembre, on ne va pas consommer ». Un peu à l'instar de ce qu'ont fait les immigrés, les latino-américains aux États-Unis, où en 2006, ils se sont mis en grève, 1 million de latino-américains qui ont refusé les lois d'exception qui étaient faites à leur endroit. Ils n'ont pas consommé aussi ce jour-là. Nous, on rêverait qu'il y ait 1 million de personnes qui soient là, mais on va y arriver, pas tout de suite. J'ai une dernière question. Je vous sais très attaché à la question de la convergence des luttes. Quelle analyse vous faites du mouvement du 17 novembre? C'est l'agrégation justement des colères? Ouais. Alors, convergence des luttes, c'est un mot assez classique et facile en réalité. L'idée, c'est que on reçoit tous, globalement, on est tous logés quasiment à la même enseigne, les fameux 99%. Dans cette même enseigne, quand même, on dira que les femmes ont des oppressions spécifiques en plus de ce que tout le monde peut suivre dans le cadre du néolibéralisme, que les racisés d'en bas, les noirs, les arabes, les roms ont des oppressions aussi spécifiques, que les homosexuels dans une classe, une société par excellence hétéronormée ont des oppressions aussi spécifiques à leur endroit. Donc, on est tous dans la mouise avec des différences les uns les autres, avec parfois même des contradictions dans ce fameux 99%. Nous, on dit simplement qu'il va falloir que tous et toutes celles qui subissent des oppressions spécifiques soient entendus, y compris par ceux et celles qui sont uniquement sur un mode lutte de classe. Qu'on comprenne bien, il y a l'exploitation capitaliste et les autres oppressions. Sur ce mode-là, si on s'entend tous là-dessus, eh bien on peut ensemble converger, on peut lutter ensemble sans nous défaire de quoi que ce soit. Et donc sur cette fameuse convergence, mais c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait convergence, là il y a matière à faire. Et le problème des Gilets jaunes le 17 novembre, c'est qu'en réalité, 15 centimes de plus, c'est énorme de gasoil. C'est énorme pour des foyers qui ont du mal à finir les fins de mois, parfois même à les commencer, et on le sait. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas que le gasoil. C'est lié à un ensemble de problématiques, notamment dans les régions, par exemple, où lorsqu'on casse les services publics, eh bien, les gens doivent absolument prendre la voiture pour aller à l'hôpital, pour aller à l'école, pour aller à la poste, parce que les services publics se sont fait défoncer. Donc, ça dépasse largement le cadre, simplement, du gasoil. Et d'ailleurs, il faut quand même le rattacher avec la préoccupation de l'écologie, qui part quand même en vrille, qui est une des responsabilités quand même des vagues migratoires, eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que ce sont des problématiques d'ensemble du néolibéralisme, parce que les gens ont un pouvoir d'achat très faible, parce qu'on casse les services publics, eh bien oui, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc il y a toutes les raisons d'être mécontent ce 17 novembre. On a juste un problème, c'est qu'on ne peut pas conjuguer son mécontentement avec des fous furieux du Rassemblement national, parce que en réalité, ils sont dans la place, ils se cachent derrière leur phonée, etc., mais à plusieurs endroits, ce sont eux qui coordonnent ça. Je le dis avec beaucoup de précautions. Je sais que la majorité des gens ne sont pas dans cette dynamique-là, mais on leur dit faites gaffe, attention, il y a aussi le Front National et l'extrême droite dans cette affaire-là. Donc nous, on vous propose un autre rendez-vous. Le 17 novembre, tu fais ce que tu veux. Porte le gilet jaune chez toi, dehors, tu fais comme tu veux, tu le sens, etc. Mais nous, on te propose le 1er décembre. Le 1er décembre, tu viens avec un gant noir. C'est pas un gilet jaune, c'est un gant noir. D'abord, ça a plus de classe, excuse-moi, mais un gant noir, ça en envoie. Et puis, ça en envoie d'un point de vue historique, parce que ce mouvement qui a été lancé par 2 athlètes lors des Jeux Olympiques, qui dit simplement qu'on refuse ces droits inégaux lorsqu'on est noir aux États-Unis, c'était lors du grand mouvement des droits civiques aux États-Unis, eh bien, il y avait Tommy Smith là-dedans, eh bien, ça en dit long sur la nécessité de lutter ensemble pour l'égalité des droits. Eh bien, ce 1er décembre 2018, on manifestera tous, pas avec 2 gants. 2 gants, c'est trop facile, mais avec un gant. Si tu en as 2, t'en passes un à ton voisin, à ta voisine, ça va le faire. Donc, 14h, nation, tu viens avec un gant ou tu viens pas, mais viens avec un gant, c'est mieux. Un gant noir, tout le monde là, et puis sinon, on t'en prêtera un. Merci beaucoup, Omar Saouti. Salut.